bonjour à tous. Merci Monsieur le Président. Écoutez, enchanté de faire cette présentation lundi matin pour réveiller un petit peu tout le monde et nous mettre dans l'ambiance du marché du sucre. Alors, comme vous disiez, Monsieur le Président, un marché du sucre qui n'est pas forcément des plus excitants en termes, en tout cas du point de vue d'un producteur, puisqu'on a eu ces derniers temps un marché clairement baissier. Ce que je vous propose dans la présentation, alors j'ai une demi-heure, je pense, donc on va essayer de laisser un petit peu de temps pour les questions. J'ai structuré ma présentation un petit peu, alors pour faire un petit recul sur les dernières années, pour voir d'où on vient, pour expliquer aussi cette baisse des prix qu'on a eu maintenant depuis 2-3 ans. Donc un petit focus, je dirais, sur la situation actuelle. Ensuite, bien sûr, un petit peu plus d'élucubration sur l'avenir. Qu'est-ce que nous réserve ce marché du sucre et surtout ses fondamentaux? Quels vont avoir en termes d'équilibre ou de déséquilibre qui vont permettre d'avoir une action sur les prix? Et puis pour finir également, un œil sur le monde extérieur du sucre, qui bien sûr a toujours son importance, que ce soit les monnaies, que ce soit le cours du pétrole, surtout dans des moments un peu comme aujourd'hui où finalement on est sur sur une image des fondamentaux du sucre relativement neutre à baissière, qui fait que l'environnement extérieur a énormément d'importance sur les cours du sucre, la volatilité, notamment sur le court terme, mais qui est très important également pour les politiques de prix des producteurs. Alors, donc si on part un petit peu sur ces dernières années, c'est clair que l'élément majeur en termes fondamentaux, ça a été donc un surplus. Alors d'où vient ce surplus? Très clairement, alors qu'on a une augmentation de la consommation assez régulière, relativement prévisible, je dirais, qui a été d'autant plus poussée par la baisse des prix qu'on a constaté ces dernières années. Le focus, c'est bien sûr sur la production. Ce qu'on peut voir, c'est que depuis l'année 2010-2011, on a eu sur les gros pays producteurs, sur ceux qui font, je dirais, 70-80% de la production mondiale, des récoltes bonnes qui proviennent essentiellement de deux facteurs. D'une part, qui sont la résultante des bons prix qu'on a eu en 10-11 et en 11-12. Comme on dit, les bons prix sont le meilleur, ou les mauvais prix sont le meilleur remède aux mauvais prix. Malheureusement, ça marche un petit peu dans l'autre sens. C'est-à-dire, vu qu'on a eu des prix élevés quelque part sur l'ensemble de la planète, on a une augmentation des surfaces sucrières, qu'elles soient betteravières ou cannières. Ça a été un phénomène de fond. Également des années climatiques plutôt bonnes. Ça a été le cas surtout sur 12-13 et 13-14 de l'hémisphère nord. Un petit peu moins sur 14-15 de l'hémisphère sud, avec le Brésil, on le verra, qui a quand même subi une grosse sécheresse. Mais je dirais globalement, cette année, mis à part le Brésil, on a eu quand même à la fois une année bonne, en Inde, en Thaïlande notamment, on le verra, et également une perspective d'année relativement bonne pour ce qui est des cultures de l'hémisphère nord, donc qui commencent maintenant ou qui sont en train d'être exercées à ce jour. Donc une augmentation de la consommation très très marquée à partir du déficit 10-11, et puis une sorte de stagnation, mais la stagnation de la production, en partie compensée par de la consommation, n'est pas suffisante pour maintenir les prix dans une dynamique haussière. Donc la résultante de ça, c'est des années de surplus. Alors ça, c'est une vision donc assez simple, production-consommation, c'est-à-dire très clairement, on a plus de sucre produit que consommer, et donc on a plus de sucre à vendre qu'à acheter. Dans une certaine mesure, on verra pourquoi, on a des pays qui sont là justement pour jouer le rôle de tampon vis-à-vis de ces déséquilibres-là, notamment la Chine sur ces dernières années. Et donc, on a une perspective baissière avec la résultante, c'est une augmentation des stocks et donc un appétit des acheteurs beaucoup moins important pour le sucre qui préfèrent attendre que les prix baissent avant de se positionner à l'achat. Alors, justement, la dérivée de ce déséquilibre entre production et consommation, le sucre n'a pas disparu, il a été stocké en grande partie. Il a été stocké notamment pendant cette baisse des cours qu'on constate depuis 2-3 ans. Et le gros stockeur, c'est la Chine et l'Inde. Je dirais de manière un petit peu intuitive, puisque c'est les plus grandes populations mondiales, bien sûr. Mais la Chine a joué un rôle très important depuis 2 ans. Elle a surimporté. Les mécanismes de la Chine, en fait, c'est d'un point de vue, nous, analystes du marché mondial, c'est plus le marché qui fait le supply and demand, je dirais le rapport entre la production et la consommation chinoise,
que la production et la consommation chinoise qui ne fait le marché. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là se positionnent à l'achat à partir du moment où ils jugent que les prix sont intéressants et notamment à partir du moment où les importateurs gagnent de l'argent par rapport à leur marché local. Donc en fait, ils n'avaient pas du tout besoin de sucre en réalité et ils ont importé environ 8 millions de tonnes de sucre sur ces 2 dernières années, ce qui conduit leur stock aujourd'hui d'être d'environ 9 millions de tonnes, ce qui représente environ 70% de leur consommation locale. Donc on a vraiment eu un pays en fait dans quelques mesures qui a servi l'ensemble des producteurs de la planète en constituant un réservoir de demande sur une base de restockage. Alors le problème, c'est que ce mouvement-là, il a ses limites. Bien sûr, le marché chinois lui-même maintenant est très encombré avec du sucre et probablement que cette dynamique de stockage-là, elle n'est pas infinie et elle va se terminer et elle peut lancer un contre-coup au marché du sucre, notamment sur l'année qui vient. L'autre pays de l'Asie, ce serait donc l'Inde. L'Inde qui a stocké un petit peu malgré elle, puisqu'on a eu des productions assez, je dirais, assez classiques en Inde, entre 24 et 25 millions de tonnes, pour une consommation, je dirais, d'environ 24 millions de tonnes, donc pratiquement je dirais assez proche de leur production, mais avec une dynamique de prix assez baissière, beaucoup de stocks et des gens qui ont donc été contents, je dirais, de relâcher une partie de leur surplus sur le marché mondial. Bon, après, bien sûr, l'Europe a joué un rôle aussi dans le stockage. Elle va le jouer notamment cette année en 14-15 vis-à-vis d'une culture, d'une production de betteraves très importante cette année en Europe. Et puis également les USA avec toute la problématique Mexique-USA. Et donc les USA qui sont retrouvés dans une situation de stockeur, je dirais, du sucre mexicain. Donc le résultat de ça, c'est une érosion des prix. Si on remontait à, je dirais, à 10, 11, un an, au moins un an auparavant, on serait aux alentours de 25 cents. Donc là, on est typiquement dans ce format baissier des cours du sucre. C'est jamais brutal. C'est pas comme un mouvement de hausse. Ce qu'il faut voir, c'est que le marché du sucre, il est fait par les producteurs et consommateurs sur le long terme, mais sur le court terme, il est surtout fait par les acteurs financiers. Pour un acteur financier, une hausse, c'est infini. Une baisse, ça s'arrête à zéro. Donc c'est jamais autant attractif de parier sur une baisse des cours, comme aujourd'hui par exemple on est à 15 cents, la prochaine étape c'est peut-être 14, 13 cents, ça va prendre du temps, personne n'est enthousiasmé par ce mouvement-là. Inversement, une hausse des cours sera beaucoup plus supportée, donc elle est toujours plus rapide. Donc ce qu'on a, c'est je dirais une baisse des cours assez érosive, assez constante, entrecoupée en fait de rachat des fonds, puisque c'est essentiellement eux qui vendent le marché et puis ils le rachètent, et puis quand ils le rachètent, ils créent une hausse un petit peu surprise. Là, on a eu un accident en octobre qui était en fait dû à un phénomène assez intéressant et qui représente un petit peu ce trop-plein de sucre de la planète. C'est qu'en fait, pendant longtemps, c'est les consommateurs qui ont surstocké. Et là, la demande devenant tellement faible, on s'est retrouvé avec beaucoup de sucre à l'origine. Et du sucre notamment qui a perdu en qualité, notamment du sucre thaï, en fait, du sucre thaïlandais, qui s'est donc abîmé un petit peu dans les entrepôts, qui a pris de la couleur, qui a perdu de la polarité, et donc qui a fait très très peur au marché au mois d'octobre, puisque c'était techniquement leur dernier moment pour eux pour vendre sur New York, et donc livrer leur sucre physique sur New York. Ça, c'est vraiment la première fois que ça arrive et ça représente ce trop plein de sucre avec cette peur des acteurs physiques d'être livrés avec un sucre de mauvaise qualité. La deuxième conséquence pour ça, qui est un lot de consommation quelque part pour le producteur, c'est bien entendu le fait qu'on se retrouve sur un marché en carry, donc un marché qui finance le stockage et qui permet d'attendre un petit peu pour voir venir et éventuellement espérer une hausse des prix. Alors, l'avenir, la grande question c'est est-ce que cette situation-là qu'on a finalement depuis 2 ans, elle va changer? Est-ce qu'elle va changer de la part de l'outil productif? Est-ce qu'on va avoir un accident sur l'outil productif? Est-ce qu'on a moins de potentiel sur l'outil productif? J'entends essentiellement vis-à-vis des surfaces de plantation. Ou est-ce qu'elle va changer du point de vue de la demande? Et là, la demande, ce serait surtout est-ce qu'on va avoir une demande plus faible du fait de ce stockage depuis, je dirais, 2 ans de la part des grands pays importateurs. Alors, le Brésil, carte maîtresse du marché mondial, qui représente environ 50% des disponibilités pour le marché mondial,
ça a été la grande surprise de 14-15. C'est ce qui a soutenu en partie les prix, je dirais, jusqu'au mois de juin, juillet, août 2014. Grosse sécheresse au Brésil, incertitude sur la canne. Et finalement, donc sur cette campagne qui se termine, je dirais que ça a été moins grave que prévu. Mais c'est vrai que ça a été un facteur d'atténuation de la baisse des cours et également d'atténuation de la disponibilité en sucre à l'échelle mondiale, hein, puisqu'on aura probablement, je dirais, en termes d'export, environ 2 millions de tonnes en moins d'export brésilien cette année, ce qui représente quand même environ 3 à 5% en moins de disponibilité à l'export mondial. Donc c'est vraiment un choc tout à fait important. Mais en termes de culture, on s'aperçoit que finalement on a une baisse de 6 à 7% des rendements, alors qu'on a eu une sécheresse tout à fait notoire. Alors sur le Brésil, il y a toujours... L'équation elle est un petit peu plus compliquée qu'un simple rendement de canne et qu'une simple teneur en sucre de la canne. On a également ce facteur, ce qu'on appelle sugar ratio ou sugar mix, qui est je dirais, cette capacité des producteurs à faire plus ou moins de l'éthanol ou du sucre selon le contexte économique. Et ça, bien entendu, c'est un réservoir de sucre énorme dans la mesure où l'éthanol ne serait pas attractif, et inversement, ça peut aller chercher beaucoup de sucre dans la mesure où l'éthanol est attractif. Aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit quand même, c'est que le sucre est resté assez attractif, et il le sera encore probablement l'année qui vient. Si on regarde dans la campagne 15-16 au Brésil, sur une variable avril 2015-mars 2016, qui correspond à leur récolte d'hémisphère sud, le forecast il est plutôt meilleur que cette année. Pourquoi ? Parce qu'on n'estime pas qu'on va avoir une sécheresse aussi forte, notamment sur l'état de Sao Paulo, qu'on a eu cette année. On reparie en quelque sorte sur une situation de météo normale avec des pluies qui ont été déjà au rendez-vous en l'occurrence en octobre et en novembre avec une météo je dirais normale sur ces 2 mois. Donc on a un retour un petit peu d'un potentiel météo important, mais contrepartie qui va affecter les rendements. On a des producteurs brésiliens qui souffrent, qui sont dans des conditions financières quand même assez difficiles, donc moins d'investissement dans les champs, moins d'investissement dans la rénovation de la canne, hein, c'est-à-dire la replantation de la canne, donc une canne qui vieillit et une canne qui a moins de potentiel de performance sur son aspect rendement. Malgré tout, une augmentation, une surface de récolte, je dirais, relativement stable, en légère augmentation, et une culture qui ferait environ 20 millions de tonnes de plus, 15 à 20 millions de tonnes de plus que cette année, ce qui conduirait, suivant le sugar mix, on verra, à une production plus importante. Et donc c'est cette parité sucre-éthanol dont on parle. Encore une fois, la complexité de la parité sucre-éthanol, c'est que les prix font la disponibilité en sucre et non pas la disponibilité en sucre font les prix. C'est-à-dire que vraiment le marché va appeler du sucre ou ne pas en appeler. Et donc ça c'est une caractéristique tout à fait importante qu'on vit déjà depuis je dirais 4-5 ans mais qui a vraiment changé le marché du sucre. Je dirais que si, pour donner une ordre d'idée, on pourrait récupérer facilement, si on passait sur un environnement tout à fait favorable au sucre, on pourrait récupérer peut-être 4 ou 5 millions de tonnes de sucre sur la campagne brésilienne, ce qui représente 20% de leur disponibilité à l'export, et je dirais ce qui représente pratiquement une dizaine de pourcents de la disponibilité à l'export mondial. Donc c'est tout à fait important comme choc. Ce qu'on s'aperçoit pour faire court, je dirais, c'est que sur l'année prochaine, on a finalement un sucre qui paye mieux que l'éthanol. Alors, comme le soulignait le président, un avantage, ou quelque chose en tout cas qui atténue un petit peu la baisse des prix au Brésil, c'est le réal, qui s'est déprécié dans le même temps, donc qui donne un petit peu plus de souffle, bien sûr, au prix du sucre, et qui en même temps revalorise le sucre versus l'éthanol. Et donc, malgré des prix faibles du sucre, le réal, je dirais, permet d'avoir un avantage sucre vis-à-vis de l'éthanol. Alors en prévision de production, en tonnage de sucre, on serait environ 33,5-34 millions de tonnes, ce qui représente quand même une avancée de 1,5 à 2 millions de tonnes. C'est pas énorme, mais c'est pas négligeable, surtout je dirais dans le contexte des autres pays sucriers. Et on va le faire rapidement. Sur la Thaïlande, alors 13-14, donc là on est sur des cycles plutôt octobre-septembre, ou en l'occurrence décembre-novembre.
13-14, une récolte exceptionnelle en Thaïlande, qui n'est pas tant venue d'ailleurs du rendement cannier, mais surtout de la teneur en sucre de la canne, hein, avec des teneurs records. 14-15, un retour à la normale. Alors, la mousson a été pas idéale en Inde, je dirais, pardon, en Thaïlande cette année, mais en Inde aussi d'ailleurs. On voit pas un impact démentiel. Par contre, on voit un retour à une teneur en sucre de la canne normale, je dirais, ou du moins moyenne 5 ans. Ce qui fait qu'on aura une production un petit peu plus faible. Par contre, des disponibilités à l'export sur l'année relativement similaires du fait de ce stockage qu'ils ont réalisé à l'origine, du fait de la pauvre demande qu'ils ont eue cette année. Sur l'Inde, l'Inde c'est quoi? L'Inde c'est une petite soupape à l'export. Ça envoie, je dirais, 1 à 2 millions de tonnes, c'est important. Mais c'est surtout le marché qui peut faire basculer, je dirais, la situation mondiale sur une situation de déficit. C'est vrai que c'est quand même le grand pays exportateur avec la Chine et c'est le pays cyclique par excellence. Ce qu'on voit, c'est que cette année, malgré une mousson assez moyenne, la production ne devrait pas être si mal en Inde. Et pourquoi? En partie dû à la zone donc vraiment productive, hein, le cœur de la canne. Il y a deux cœurs de la canne, hein, en Inde. Il y a ce qu'on appelle le Uttar Pradesh, qui est la partie nord de l'Inde, et l'ouest de l'Inde, qui est composé de l'état du Maharashtra et du Karnataka. Ici, on a une canne de 16 à 18 mois, en fait. Et finalement, on a eu un accroissement des surfaces assez importante en Inde de l'Ouest parce que c'est une canne qui a été plantée en 2012 et c'est une canne qui était encore à une époque où la situation du marché local était très tendue. Donc le signal était pour les producteurs de planter plus, ils ont planté plus et donc on se retrouve cette année avec une d'une surface de canne à récolter de 15% supérieure dans cette partie ouest de l'Inde. Ce qui n'est pas le cas dans le nord de l'Inde où on a eu une petite baisse des cannes. Mais je dirais que si on mixe un petit peu tout ça, on a une production de l'ordre de 25 millions de tonnes, ce qui devrait, je dirais, donner une potentielle export vis-à-vis de la demande locale d'environ 1 million de tonnes. Mais on sait qu'il y a beaucoup de stocks en Inde. On sait également que l'industrie a des problèmes financiers et qu'elle sera heureuse d'exporter, qu'elle demande à exporter à son gouvernement et notamment à la mise en place d'une subvention de 65 $, ce qui lui permettrait de faire en fait le pont entre son marché local et le marché mondial. Ça permettrait, je dirais, pour eux, dans un sens, ils mettraient dans la poche 65 $, ça leur permettrait de ne pas marquer de perte vis-à-vis de leur marché local en exportant. Sur la Chine, alors la Chine a été le grand pays, je dirais, surprenant et supportif vis-à-vis du marché mondial. Il en paye les conséquences aussi, avec une forte déclin des prix locaux bien entendu. Alors c'est ça qu'on mesure un petit peu, c'est l'arbitrage entre les prix du marché mondial et les prix du marché chinois qui déclenchent les importations ou pas. À partir du moment où les acteurs se disent j'ai intérêt d'aller acheter sur le marché mondial pour vendre sur le marché domestique, ce qui a augmenté les stocks bien sûr. Alors à la nuance près que les stocks en Chine sont essentiellement détenus par le gouvernement qui a établi une politique de soutien des prix sur le marché local et donc ce qui a conduit le gouvernement en gros à avoir 6 à 7 millions de tonnes de sucre. Donc ça pèse moins sur l'industrie que ça ne devrait puisque bien sûr aucun producteur ne pourrait se permettre de commencer une campagne avec 70% d'inventaire dans ses entrepôts. Alors un aperçu des productions pour l'année prochaine, c'est pas si mal, c'est même plutôt bien malgré 2 ans de prix bas, finalement, les producteurs ont relativement peu réagi au signal des prix bas. Pourquoi? Parce que ça prend du temps. Comme on voit la canne, par exemple, en Inde, elle est plantée pratiquement 2 ans en avance. Donc, de toute façon, on a le cycle que 2 ans après. On a le signal que 2 ans après. Également parce qu'on a eu une météo relativement clémente, à part au Brésil, qui a permis à pas mal de pays de faire de bonnes récoltes, voire très bonnes récoltes, comme en Thaïlande, par exemple. Et donc au final, malgré un fort signal prix, on a des prix en gros en 3 ans qui ont été divisés par 2, la production reste relativement stable. Donc un surplus qui devrait se maintenir sur l'année prochaine. Alors encore une fois, ça c'est une vision production-consommation.
dans le négoce, on aime bien parler d'une vision import-export plutôt. C'est-à-dire, quels sont les gens qui sont positionnés à vendre, quels sont les gens qui sont positionnés par achat. Ça, pour l'achat. Ça peut être un peu différent de ça, puisque ça passe par le filtre des stocks finalement. Et un point important dans le marché actuel, c'est que les stocks sont pleins à destination, que ce soit en Chine, que ce soit dans le Moyen-Orient, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. On a des stocks qui sont pleins avec des gens qui sont prêts et décidés à attendre des prix plus bas. Il y a 3 mois, la Chine achetait à 17 cents. Aujourd'hui, elle achète à 15 cents ou elle vise maintenant même les 14,5 cents. Malgré tout, et ça c'est vraiment pour l'avenir, peu de gens sont contents, bien sûr, de gens qui produisent du sucre sont contents avec cette situation des prix-là. Et on voit que sur la plupart des pays de la planète, bon, la Russie c'est un petit peu différent avec la forte dévaluation du rouble qui donne de l'air au moins sur un temps présent, on va voir sur le temps futur. C'est vrai qu'il a renforcé quelque part la compétitivité ou renchéri le prix du marché mondial vis-à-vis du marché domestique russe. Mais sinon, on a de partout, je dirais, des gens qui souffrent. C'est notamment le cas en Chine avec des baisses répétées du prix de la canne parce que bien sûr les usines ont énormément de mal à s'y retrouver en achetant de la canne à 400 RMB, c'est-à-dire pratiquement 80 dollars pour vendre un sucre à, je dirais, 700 dollars, aujourd'hui 650, 700 dollars. Donc on a des difficultés un petit peu de partout. En Inde aussi, des difficultés. Les difficultés, elle est au niveau du moulin ou du planteur. Bien souvent, elle est d'une part, dans un premier temps, au niveau du moulin, et c'est pas lui qui décide des surfaces. Ça prend du temps pour qu'elle se répercute sur le planteur parce que là c'est très politique, donc c'est difficile pour les gouvernements d'accepter, surtout sur les gouvernements démocratiques en l'occurrence, d'accepter une impact sur le paysan puisque ça lui fait aussi un problème en termes de réélection, tout simplement, c'est le cas en Inde notamment. Et donc finalement, on a donc ce tampon un petit peu pour aller jusqu'aux surfaces de l'impact économique de la baisse des prix. Est-ce que ça prendra un an de plus? C'est possible. Également, il faut voir que les autres commodités ont baissé et donc la canne et la betterave au niveau d'une ferme restent attractives. Le maïs a baissé, le riz a baissé, le blé a baissé, l'ensemble des commodités a baissé. Donc les gens, ils voient pas s'ils gagnent de l'argent ou s'ils en perdent, ils voient là où ils en gagnent le plus ou là où ils en perdent le moins. Et en l'occurrence, par exemple, en Inde ou en Chine, vraisemblablement, c'est encore avec la canne ou la betterave qui perdent le moins d'argent au niveau d'une ferme. Alors, les influences macro très importantes, puisqu'on est dans un environnement de dollars fort, et qui dit dollar fort dit prix des commodités basses. Ça, c'est un système qui est très éprouvé de toute façon. Alors, c'est en contrepartie, par contre, quand on n'est pas en monnaie américaine, bien sûr, on retrouve l'équilibre, je dirais, quand on rechange dans sa monnaie. Et c'est bien sûr le cas du Brésil. Hein. Je crois qu'on est à un plus bas depuis plus de 6-7 ans maintenant sur le Brésil. Alors bien sûr, eux, quand ils changent le marché mondial en dollars en marché réel, ils ont beaucoup moins d'impact, ce qui est baissier puisque ça les entraîne, je dirais que ça les entraîne quelque part à vendre plus bas, puisque corrigés dans leur marché, dans leur monnaie locale, ils ont moins l'impact de cette baisse des prix. C'est vrai pour l'euro, bien sûr aussi. Et ça, c'est l'impact, c'est pour faire sentir un petit peu cet impact du réal sur la parité éthanol. Donc là, c'est, je dirais, le prix du sucre auquel les gens vont se mettre à faire de l'éthanol. Et ce qu'on voit, bien sûr, du sucre, pardon, en faveur du sucre. Quand on a un réal pratiquement à 3, et ben à 14,2, on a un sucre qui est intéressant. Inversement, le réal remonte à 2,30, c'est il y a 3 mois, hein, c'est pas il y a très longtemps, et ben on a un prix du sucre qui est attractif uniquement à 19,2. Donc on voit bien cet impact du réal sur le marché du sucre via le mix ratio, puisque ça c'est un arbitrage permanent que les producteurs brésiliens peuvent faire. Et encore une fois, c'est 4 ou 5 millions de tonnes, c'est 5-10% de la disponibilité mondiale du sucre. Ça, donc, c'est le marché des commodités qui s'écroule, avec la carte maîtresse, bien sûr, du pétrole, de la faiblesse de la demande du pétrole, de l'incapacité ou la non-volonté de l'OPEP de contrôler les prix du pétrole vis-à-vis notamment de ses concurrents qui ont fait baisser la demande. Et que ça risque de rester. Je pense qu'on est sur un mouvement de fond. C'est pas éternel, mais là, il y a quand même une petite vague d'incertitude sur ce marché-là qui provient des deux jambes. Demande plus faible et offre dans l'incapacité de se résoudre. Et puis bien sûr les fonds
qui font le marché, je dirais, sur une temps de l'ordre du mois, du 2 mois. C'est vraiment les gens qui vont faire, parce que bon, les producteurs, les consommateurs, ils peuvent supporter ou ils peuvent faire une résistance. Mais je dirais que dans le range, comme on dit, hein, dans l'intervalle, c'est quand même beaucoup les fonds qui vendent, qui rachètent, qui créent un rallye, qui donc refont une érosion. Aujourd'hui, les fonds, et depuis pas mal de temps d'ailleurs, sont baissiers sur le sucre, donc ils vendent plus qu'ils n'achètent. Et puis, toujours au bout d'un moment, ils sont obligés de couvrir soit de couvrir leurs gains, soit de couvrir leurs pertes. Ils rachètent leur position, ce qui fait généralement un petit rallye sur le marché du sucre. C'est un bon moment pour vendre d'ailleurs pour les producteurs. Donc ça, c'est une caractéristique qu'on a. Ce qui fait, c'est une baisse en dents de scie, hein, une baisse en toit d'usine. Donc ça, c'est l'action des fonds. Et puis, plus, je dirais, un petit peu plus structurel, bon, à voir, mais c'est quand même qui va en ligne avec cette baisse du panier des commodités, je dirais, des gens qui ont tendance à moins croire dans l'espace des commodités. Donc ça, c'est surtout les index qui sont par nature longs et qui lâchent un petit peu le sucre dans le même ratio que les autres commodités et donc qui créent un pool de positions acheteuses moins importantes sur le long terme. Donc pour résumer, on sort d'un surplus, on sort d'années de bonne production, d'une demande soutenue du fait de cette propension à faire du stockage. On reste probablement dans une année de surplus qui se traduit, je dirais, par une production moins importante, mais pas aussi moins importante que l'on aurait pensé vis-à-vis de la baisse des prix du sucre, et une demande qui pourrait être par contre là moins importante du fait des gros stocks qu'on a à destination. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir attendre? Un événement climatique. Ça peut arriver très vite. On est vraisemblablement en Inde, en Chine ou au Brésil. C'est les pays qui peuvent faire remplacer je dirais la balance. Sur le Brésil, on est pas mal parti. Sur l'Inde, ils viennent de finir la mousson au mois d'octobre. On sait qu'elle a été relativement bonne. Donc là, on part sur une période où ça va être un petit peu dur d'avoir des nouvelles supportives, je dirais. Ou alors, il faudrait une sécheresse au Brésil, un petit peu comme ce qui s'est passé l'année dernière. Donc, je dirais des fondamentaux qui pointent plutôt vers une érosion des prix, vers une baisse assez lente, mais malgré tout une baisse, dans l'attente d'un événement, d'un choc de disponibilité. Et puis derrière, un environnement macro, un environnement économique mondial au sens large, qui pointe plutôt vers un dollar fort et des commodités qui suivent un petit peu les cartes maîtresses comme le pétrole. Donc je dirais un environnement macro à ce jour, très difficile à prévoir par nature, mais qui reste plutôt vers je dirais une baisse de notre commodité sucre vis-à-vis de l'ensemble de la planète commodité. Je vous remercie et à votre disposition pour les questions. Oui, Patrick de Genestou, Olivier, beau travail comme d'habitude. Merci. Avec l'exception des graphes, qui étaient un peu difficiles à lire pour le fond de la salle, je pense. Mais c'était une belle présentation. Ma question, c'est de savoir un peu plus sur le pronostic prix du sucre pour la campagne 14-15, avec un plus haut, un plus bas. Est-ce qu'on va vers 10-12 cents ou pas? Donc un petit peu d'imagination là-dessus. Écoute, il y a plusieurs façons de le voir. Je pense qu'effectivement, l'équilibre fondamental aujourd'hui nous transmet quel message? Il y a trop de sucre, il y a relativement peu d'acheteurs, il y a beaucoup de vendeurs. On sait par exemple que les Brésiliens sont relativement sous-pricés, comme on dit, ils ont beaucoup moins pricé qu'ils devraient pricer parce qu'ils ont été en attente de cette hausse des prix. Donc oui, je dirais qu'il y a un potentiel pour le marché. Vendredi, on a passé les 15. Ça faisait un an qu'on n'avait pas revu ça. Finalement, on rattrapait, en dehors de l'accident de l'octobre 2014, on rattrapait un peu cette vision du fait que finalement, il n'y avait plus d'inquiétude sur la culture brésilienne 14-15 et qu'on allait finir à moins 6% de cas, donc ce qui est relativement faible. Si on regarde l'avenir, les signaux, c'est l'Inde exportatrice, toujours beaucoup de sucre en Thaïlande, a priori beaucoup de sucre en Chine, au Brésil, une Chine qui devrait probablement moins importer,
une subvention à l'export en Inde. Donc on recherche finalement les éléments supportifs pour ce marché, et c'est vrai qu'il y en a peu, voire il y en a vraiment pas beaucoup. Il y en a toujours, hein. On peut toujours se dire que la Chine à 12 cents, elle va prendre 1 million de tonnes. Elle le fera. Et d'ailleurs, c'est ce qui va faire que cette baisse-là va être, je dirais, va être relativement cadencée et assez bien disciplinée. Mais que l'on soit sur l'aspect fondamental sucre ou l'aspect monétaire ou l'aspect, je dirais, panier des commodités, tout porte à croire effectivement qu'on va avoir une baisse des prix qui va vers ces niveaux-là, 14. Mais tout ça, ça va être très lent. On va avoir des gens qui vont acheter, comme on le voit, la barre des 15, elle a mis 3 semaines à être passée. Elle est remontée, on est remonté à 15,50. C'est un marché, par définition, qui n'est pas un marché excitant. Donc jamais des gens vont mettre beaucoup d'argent pour faire baisser le marché. Et on sait que les consommateurs aujourd'hui, ils sont baissiers, donc de toute façon, ils ne supportent pas le marché à ce niveau-là. Et je dirais que les producteurs, bien sûr, pour eux, c'est très douloureux de pricer, donc ils attendent au maximum. Donc c'est des marchés avec peu de volume, un petit peu de... Et puis ça tombe sur un accident, ça remonte sur un rallye. Mais oui, la perspective fondamentale, bien entendu elle sera plutôt sur une baisse. 12 cents, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense qu'il faut s'y attendre. Avec un marché encore plus en carry, hein, 12 cents, ce sera bien sûr le spot month. Sur la perspective éthanol au Brésil, on a quelques éléments qui sont haussiers quand même avec une augmentation du blending qui va probablement arriver et puis des divers arrangements de taxes. Mais je ne pense pas que ce sera suffisant pour enclencher une hausse des cours. Autre question? Profitez-en. Tant qu'on a notre piti, il faut y aller. Oui, monsieur Louis-Victor d'Herbès. Le micro vous arrive. Merci. Est-ce que dans l'évolution du marché, vous prenez en compte éventuellement des paramètres de santé ? Est-ce qu'on sait qui est le plus gros acheteur de sucre, ce qu'il en fait, comment il le consomme, par rapport notamment à des problématiques de diabète qui deviennent de plus en plus prégnantes ? Alors merci pour cette question. Je dirais que dans une certaine mesure, il faut voir que les paramètres de santé ont pendant longtemps concerné que les marchés matures, comme les États-Unis, les pays de l'OCDE, je dirais. Aujourd'hui, c'est vrai que par exemple au Mexique, on a des perspectives de taxation des produits sucriers, on a un petit peu une politique contre sucre pour des raisons de santé. On l'a quelque part aussi sur d'autres pays un petit peu émergents. Et puis, on a aussi une sophistication dans les pays de l'OCDE des remplaçants de sucre. On n'est plus sur de la saccharine, on est sur, le nom m'échappe, là, la stevia, des choses comme ça, avec des produits qui sont quand même avec une image aussi assez intéressante pour le producteur et donc pour le consommateur. Mais je dirais que c'est pas, à mon sens, la force de consommation du sucre, ça reste l'Asie, c'est l'Inde, c'est la Chine, c'est l'Afrique. Et c'est des pays où on n'a pas ces contraintes-là parce qu'elles sont inexistantes, parce qu'on est encore sur des consommations ratio. En Chine, on prend 13 kilos de sucre à l'année, donc on est 3 fois moins élevé qu'en Europe. Bon, en Afrique, on peut être juste moins de 10 kilos, voire même pratiquement 5-6 kilos. Donc, et c'est ça, ce réservoir. Quand je dirais que pour un producteur, c'est sur cette croissance-là qu'il faut qu'il parie. Alors c'est vrai quand même que ça va atténuer. C'est pour ça que nous, par exemple, on considère dans les pays de l'OCDE une consommation arrivée à maturité, voire même légèrement déclinante. Une dernière question, sinon on va passer à la présentation suivante. S'il n'y en a pas. Ok. Merci beaucoup, Olivier. De rien.